Madame, Monsieur, bonjour. La rétrospective hebdomadaire de l'information de cette semaine questionne la vaccination anti-Covid-19 au Cameroun. À ce jour, les chiffres affichent 110 000 doses administrées pour près de 22 000 personnes seulement complètement vaccinées dans notre pays. En 2 mois ou un peu plus, seulement 14% du stock disponible de vaccination ont été administrés. Qu'est-ce qui coince? Question guide de notre échange en deuxième partie de cette émission. Mais avant, voici le round-up de l'actualité. Tout commence à l'accueil. Les demandeurs du passeport se pointent avec la copie certifiée de l'acte de naissance et celle de la carte nationale d'identité, un certificat de la profession et le récépissé de pré-enrôlement qui correspond au rendez-vous calé en ligne bien avant sur le site internet www.pascam.cm. Le pré-enrôlement était très simple, très lisible et très compréhensible aussi. C'est par étapes et à la fin, on vous demande d'effectuer le paiement. La nouvelle entreprise m'a envoyé un SMS et m'a donné le lieu, et la date et l'heure du rendez-vous. La prochaine étape, c'est la vérification des documents en comparaison avec les originaux et les données en machine. Ce que font les agents au poste d'enrôlement physique, ici au Centre national de production des passeports, situé au nouveau quartier administratif à Yaoundé. Le personnel en charge de l'enrôlement physique scanne les documents et ils vous prennent des photos, ils prennent les empreintes et après ils impriment un fichier et vous demandent de vérifier vos informations. Si les informations sont correctes, et ça génère automatiquement le récépissé et on vous donne la date à laquelle vous devez venir récupérer votre passeport. Toutes conditions réunies, le passeport devrait être disponible au bout de 48 heures. La nouvelle méthode trouve écho favorable auprès des candidats, même si l'on estime sur place qu'elle coûte cher. Le mode de paiement est électronique. On est passé de 75 000 francs à 110 000 francs, soit une hausse de 35 000 francs CFA. La procédure est très courte, nous sommes à l'aise en fait avec le système-ci. Malgré que 110 000 c'est beaucoup, mais bon, si c'est pour ça, pour un service rapide, de qualité, ça va. L'enrôlement physique lancé ce 1er juillet à Yaoundé s'est fait de manière simultanée dans les 9 régions du pays. Un process que les usagers espèrent mettra fin aux arnaques autour de l'acquisition du passeport au Cameroun. Voici les spécimens du nouveau passeport biométrique du Cameroun. Disponible avant le délai de 48 heures initialement prévu, les usagers qui ont bouclé l'enrôlement physique lors du lancement officiel du processus à Yaoundé sont les premiers à recevoir les leurs des mains du patron de la police camerounaise. La procédure d'obtention des passeports avant, c'était un peu lent et beaucoup de gens mettaient des mois pour obtenir leur passeport. Aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Ils disent être satisfaits du nouveau système que l'on apprend sur place à une capacité de production de 5000 passeports par jour. Pas besoin de faire le déplacement pour venir les retirer ici. Il n'est plus besoin de venir absolument à Yaoundé pour faire sa demande de passeport. Toutes les demandes sont traitées avec la même diligence. Le Centre national de production de passeports ayant une capacité de production pourrait aller jusqu'à plus de 5000 par jour. Le gouvernement, ici représenté par le ministre des Relations extérieures, veut à travers cette initiative tourner la page des tracasseries et autres arnaques autour de l'acquisition du passeport dans notre pays. Des dispositions ont été prises pour lever tout obstacle. Dans ce cadre, mon département a fourni des informations pratiques requises aux partenaires pour la construction du nouveau système et son déploiement dans les missions diplomatiques. Le processus lancé simultanément hier sur le triangle national et dans la diaspora fait des heureux qui espèrent ne plus retomber dans les vices de l'ancienne méthode. Des balcons d'immeubles transformés en sèche-linge. Bien plus bas, les herbes dictent leurs lois. Ces bâtisses, situées à 0 pas de la route derrière l'échangeur, qui mène au lieu-dit école de police à Yaoundé, illustrent à suffisance le cliché que le maire de la ville ne veut plus voir dès le 1er novembre. Et ce n'est pas le seul exemple capté par l'œil de notre caméra dans les artères de la cité capitale ce début d'après-midi. Les propriétaires dont les constructions sont proches des axes routiers ont jusqu'au 30 octobre prochain pour peindre en couleur jaune ocre ou blanche
les façades de leurs bâtiments, immeubles et clôtures. Ils doivent en outre procéder au désherbage ou nettoyage systématique de leurs alentours, tel que précisé dans le communiqué signé le 29 juin dernier par Luc Messia Tangana. Sa décision est la bienvenue chez certains Yaoundéens. Là au moins on va voir un nouveau décor dans la ville. Le Cameroun est un très beau pays, un grand pays, un pays riche qui mérite une image spéciale. Les experts dans le domaine aussi sont favorables à l'initiative. En ce qui concerne précisément le désherbage ou nettoyage des alentours et la mesure qui interdit le séchage de linge sur les balcons. Parce que ça présente une image négative de la ville. Pour ce qui est du désherbage, ça va rendre la ville plus propre et puis faire qu'il y ait moins de moustiques. Pour ce qui est des couleurs, le président de l'Ordre national des architectes du Cameroun émet des réserves. On a une politique de décentralisation, ce qui veut dire qu'il faut qu'on se rapproche le plus possible des populations pour avoir leur avis. Qu'on puisse distinguer nos villes par la couleur, c'est une bonne chose, mais il faut que ce soit accepté par toutes les populations. En attendant de voir si ces suggestions seront prises en compte, tout contrevenant s'expose aux amendes et sanctions, selon une source proche du maire de la ville, aux 7 collines. Au nom de Mme Chantal Bina, je vous remets ce don symbolique fait en vos visages. Plus qu'une bouffée d'oxygène, la visite de réconfort du CERAC vient soulager les souffrances des enfants victimes de la drépanocytose à l'hôpital de district de Fou ce 29 juin. Au-delà du sourire et de la joie de vivre, le Cercle des Amis du Cameroun, sous la houlette de la présidente fondatrice Chantal Biya, première dame du Cameroun, remet d'importants dons constitués de médicaments, consommables, denrées alimentaires et produits d'entretien aux patients. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, célébrée le 19 juin chaque année. 10 tramadis 50 mg, 6 boîtes de flémine 1000, 6 boîtes de linosis 500 mg, 2 cartons de bouteilles d'eau de diabète de 2 litres, 15 palets de jus. C'est tout moyen. Tout ce qu'il faut pour améliorer le cadre de vie et la prise en charge de ces enfants, nés malgré eux avec cette maladie. Les bénéficiaires expriment toute leur gratitude à ces dames au grand cœur qui, malgré le contexte sanitaire actuel, volent à leur secours de la plus belle des manières. Nous transmettons ici notre gratitude entière. Et à travers la gratitude que je veux dire, c'est essentiellement celle que je transmets en termes de dons, en termes de soins, à travers le don qu'elle a donné. Anne Jodo conduit la délégation. Véronique Nganou, secrétaire générale du CERAC, prononce le discours de circonstance. Aux futurs parents, le Cercle des Amis du Cameroun adresse un message de conscience morale, d'amour et de devoir pour le bien-être de leur progéniture. Au-delà de l'amour qui peut exister entre une femme et un homme, tous les couples désireux de procréer doivent opérer un choix responsable en se laissant guider par les résultats de leur examen d'électrophorèse d'hémoglobine. Cet examen devrait être fait avant tout projet de procréation, de fiançailles et donc de mariage. Ce n'est pas la première fois que le Cercle des Amis du Cameroun fait montre de sa générosité et son élan de cœur dans cette partie du pays. Plusieurs actions en faveur des couches vulnérables, déjà menées ici. On peut citer notamment la construction tout récemment d'un forage pour donner de l'eau à profusion à la population. Mola, je m'étonne que dans nos de francophones. Ça chante, haut et beau, mais il y a du cliquetis dans cet univers musique. Les droits d'auteur divisent comme souvent. Dernière cagnotte, 112 millions de francs CFA. 20% sont partis sur les non-dop et nous avons réparti 4% pour le Faxo, pour les artistes malades, les artistes qui ont des difficultés. Et 76% sont restés pour une répartition directe. 85 millions de francs pour cette répartition directe. Sur un fichier de plus de 5000 artistes dans le portefeuille de la SONACAM, 1800 sont entrés dans cette répartition.
Les montants vont de 50 à 150 000 francs. Justin Blaise Akono, journaliste spécialiste du droit d'auteur, auteur d'un essai intitulé « Cameroun », qui a étranglé le droit d'auteur, Sengding. C'est quand même scandaleux quand on se souvient, même à l'époque de la Socinada, on parlait des millions, c'est-à-dire des artistes qui allaient toucher des millions de francs CFA en termes de droits d'auteur, qu'aujourd'hui qu'on parle de 50 000 francs, ça voudrait dire qu'il y a un gros refus. La SONACAM parle d'une répartition sociale en temps de Covid-19, mais des artistes rejettent la Libye, prenant référence aux antécédents des plus ridicules. J'ai reçu 14 000 francs un jour de ma vie. Moi, j'ai la chance d'habiter Yaoundé. Imaginez ceux qui sont hors de la ville, qui doivent prendre un bus, un train, peut-être même payer un hôtel. Moi, je me souviens d'un aîné qui avait pris un taxi en course et la course a tourné 3 heures. Et quand on lui a donné son montant, à peine s'il pouvait payer la course. Cette fois encore, la répartition tient sur une logique mathématique, définie contextuellement par la SONACAM. Cette mathématique-là ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on m'oblige à ouvrir un compte. On a imposé personne, c'est facultatif. Bon, ceux qui ont les comptes, ils donnent leur compte ou alors leur RIB, tout simplement. Et du montant de 112 millions de francs CFA, l'expert a du mal à comprendre la modicité de cette somme issue de la CRTV uniquement. Laquelle CRTV, depuis plus de 30 ans, a accepté de concéder 300 millions de francs CFA chaque année pour les artistes, d'où sortent les 112 millions. Et des opérateurs de téléphonie mobile sont capables de verser chacun 1 milliard aux artistes chaque année. Il faudrait que l'État aide les OGC du Cameroun à couper la redevance du droit d'auteur et du droit voisin à partir de la base de toutes ces sociétés. C'est l'espoir que caresse la SONACAM. Mais avant, les artistes doivent accorder leur violon. Première escale, l'hôpital des districts de Guidère, dans le département du Mayo-Louti. Le docteur Manaouda Malachi rencontre le personnel de cette structure sanitaire et remet des équipements sanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une maladie qui reste au centre des échanges entre le ministre et le personnel, bien que les doléances interviennent au cours de la rencontre. Si nous voulons que les choses reprennent, notre économie reprenne, si nous voulons que la vie reprenne normalement dans notre pays, nous devons nous faire vacciner. Et une campagne de vaccination intensive est prévue du 7 au 11 juillet. Nous devons ensemble nous faire vacciner et remobiliser autour de la vaccination. Et passer ici, son passage nous fait vraiment un bon au cœur et nous encourage à nous redonner, à redoubler d'ardeur pour être au service de la population. La suite nous conduit à Garoua. Le ministre de la Santé publique se rend au chantier de l'hôpital de référence de Garoua et au centre hospitalier de la capitale régionale du Nord. Le membre du gouvernement n'a pas caché sa satisfaction sur l'état d'avancement des travaux, même si la question tournait toujours autour de Covid-19. Les sites de chantier, nous pourrons, d'ici quelques mois, quelques semaines, nous pourrons avoir de meilleurs résultats. Mais nous avons demandé que les travaux soient renforcés sur le terrain, la mobilisation, bien entendu, soit renforcée sur le terrain, et surtout qu'il y ait un accent particulier sur la qualité des travaux. Le ministre soit venu voir comment nous travaillons, ce que nous avons, en termes de personnel, en termes d'équipement, et aussi ce que nous avons comme problème. Par ailleurs, lors de la visite à l'hôpital régional de Garoua, le centre d'imagerie médicale de la ville est passé au peigne fin. Le ministre recueille de nombreuses doléances à l'effet d'améliorer le plateau technique de cet hôpital régional. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, la rétrospective hebdomadaire de l'information. Notre invité de ce matin, on pourrait le désigner en référence aux critères d'implication dans la vie publique, personnalité camerounaise de 2020 et mi-2021. La survenue de la pandémie Covid-19 l'a propulsé au devant de la scène, lui qui déjà était porteur d'une politique d'humanisation des soins et qui mobilisait pas mal d'attention et de curiosité. Au four et au moulin, coronavirus battant, l'évaluation de la gestion des fonds alloués à la lutte contre cette pandémie, justement accouchée du Covid-Gate, faisant de lui acteur principal ou l'un des acteurs principaux. Aujourd'hui, la question du vaccin est son axe justement d'action principale avec une faible adhésion à la première campagne circonscrite sur 2 mois. Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, est juste en face de moi.
Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur le plateau de la Rétro une fois de plus. Merci, bonjour. Alors, on a vu dans le dernier reportage que nous avons diffusé dans le cadre du Round-up de l'actualité, vous revenez du Septentrion, vous y avez effectué une tournée de travail après l'exploration de la quasi-totalité des régions. C'est vrai qu'il en manque une ou deux. À travers vous, on a découvert les centres hospitaliers régionaux, le dispositif infrastructurel qui devrait certainement servir dans le cadre de cette vaccination et beaucoup d'autres surprises de terrain. On va dire, monsieur le ministre, que c'est la carte sanitaire qui prend du poids ou du prestige? Oui, il y a de cela. De toutes les manières, il faudrait d'abord dire merci à monsieur le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a permis que, n'est-ce pas, des formations sanitaires de cette envergure soient construites dans tous les chefs-lieux des régions. Vous m'avez vu d'abord à Bolova, à Bafoussam, Bertois, et puis dans le Septentrion. En réalité, nous sommes en train d'évaluer le niveau d'avancement de ces formations sanitaires en vue d'envisager, n'est-ce pas, leur inauguration par le gouvernement. Maintenant, cela intervient également au moment où le chef du gouvernement, le premier chef du gouvernement a autorisé, n'est-ce pas, que nous rendions public une nouvelle carte sanitaire. Et donc, vous voyez, c'est des concours de circonstances, des choses qui, aujourd'hui, peuvent dire à chaque Camerounais que nous évoluons dans ce système de santé, nous renforçons notre système de santé, nous renforçons les plateaux techniques et, globalement, la politique sociale de monsieur le président de la République est en train d'évoluer sur ce point-là. Il y a souvent eu d'engouement autour de la construction des infrastructures sanitaires comme celle-là, sauf que parfois cet engouement meurt après l'inauguration. Je vais citer un exemple, l'hôpital de référence de Saint-Médima, qui n'est pas très couru aujourd'hui. Oui, nous sommes en train de réfléchir globalement, parce qu'effectivement, lorsque vous avez déjà un système de santé avec ces formations sanitaires, des nouvelles formations sanitaires émergent. Il va falloir tout faire pour que les unes et les autres ne se marchent pas sur les pieds. Et donc, nous sommes en train de mener une réflexion proactive pour pouvoir spécialiser chaque formation sanitaire. Et donc, nous avons déjà trouvé une spécialisation pour, vous avez évoqué l'hôpital de référence de Saint-Médima. Nous avons trouvé déjà une piste de spécialisation pour cet hôpital-là, y compris pour chacune des formations sanitaires qui sont dans les régions. Et donc, ça ne sera pas des formations sanitaires à vocation, j'allais dire générale, où vous allez en même temps trouver des soins mère et enfant, en même temps vous allez trouver quelqu'un qui se soigne du palu. Donc on va spécialiser pour que chaque formation sanitaire ait quelque chose de pointu et qu'on ne puisse pas se marcher sur le pied. L'objectif principal de monsieur le président de la République ici est de réduire, n'est-ce pas, les évacuations sanitaires. Donc spécialiser ces formations voudrait dire en réalité que nous mettrons les paquets qu'il faut pour que ces formations sanitaires aient le plateau technique qu'il faut pour qu'on ne puisse pas toujours être en train de vouloir aller à l'extérieur pour se faire soigner. Le dispositif infrastructurel est là, même si dans d'autres zones rurales, on a vu l'État pas toujours ça. Est-ce qu'il y a une cohérence entre justement ces infrastructures qui sont en train de se développer et le personnel qui serait disponible à viabiliser ces instituts-là ou bien ces formations hospitalières-là? Je vois déjà à peu près sur quoi vous voulez agir. Nous avons un plan de développement des ressources humaines de la santé. Et ce plan de développement des ressources humaines, effectivement, montre clairement un gap. Ça, c'est connu de tout le monde. Montre un gap. Mais comme nous l'avons dit également aux personnels de santé qui nous ont posé des problèmes d'institutionnalisation de leur statut, cela doit être accompagné ou alors cela devrait se faire en tenant compte de la capacité de la trésorerie de l'État. Vous savez très bien. On pourrait dire tout de suite comme ça, nous avons besoin de recruter 40-50 000 personnels de santé, mais il faudrait que le Trésor public puisse accompagner. Ça ne sert à rien de recruter un personnel et de ne pas pouvoir le payer. Et donc, je crois que nous essayons de maintenir l'équilibre avec ce que nous avons sous la main pour ne pas créer des déserts médicaux, mais nous pensons qu'on peut, avec déjà ce qu'on a, faire fonctionner à minima nos formations sanitaires. Et maintenant, au fur et à mesure que l'État va avoir des capacités d'en recruter davantage, d'en prendre davantage, nous allons monter en capacité pour pouvoir pleinement jouir
n'est-ce pas, de toutes les capacités de nos formations sanitaires. L'autre problème, c'est souvent la maintenance de ces équipements au standing qu'on a observé justement dans ces centres hospitaliers régionaux. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des dispositions prises au niveau de l'entretien, de la maintenance de ces équipements? Oui, bien entendu, nous avons pris des dispositions à deux niveaux en ce moment. Au premier niveau, nous avons au niveau du ministère de la Santé publique créé des modules de formation pour pouvoir avoir en notre sein un ensemble de techniciens, un ensemble des ingénieurs qui pourraient intervenir sur nos machines, sur nos équipements biomédicaux. Deuxième niveau de précaution, c'est qu'aujourd'hui, toutes les formations sanitaires qui sont en train de pousser doivent pousser en tenant compte de ceux qui vont les entretenir. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sur chacun des chantiers aujourd'hui, nous mettrons déjà à disposition de personnel technique qui puisse suivre les travaux, qui puisse suivre le montage des équipements biomédicaux et acquérir donc l'expertise, l'expérience nécessaire auprès de ceux-là qui font les travaux, qui ont d'ailleurs l'obligation de les former pour qu'une fois partis du chantier, que ceux-là prennent le relais et commencent à faire de la maintenance préventive. Carrément avec l'hôpital de référence de Garoua, il y a un module de formation qui est inclus dans le marché du prestataire. Et donc ceux-là vont aller en Corée du Sud pour se faire former pendant au moins 6 mois, 4 à 6 mois, et revenir maintenant travailler à l'hôpital de référence de Garoua. C'est une exigence du contrat avec les Coréens. On imagine que vous n'allez pas vous reposer parce qu'il y a encore, je crois, 1 ou 2 régions qui manquent après votre périple national quasiment, monsieur le ministre. Oui, bien entendu, si monsieur le premier chef de gouvernement le permet, je devrais aller la semaine qui suit sur Ngaoundéré parce qu'il faudra voir Ngaoundéré. Maintenant, nous avons une préoccupation quand même assez sérieuse par rapport au CHR de Bamenda et de Boya, qui, tenant compte, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire, n'a pas beaucoup avancé. Donc, nous sommes en train de discuter avec l'entreprise en question, comment faire pour pouvoir faire redémarrer ce chantier, parce que nous ne pouvons pas pénaliser toutes les populations de ces 2 régions sous prétexte qu'il y a certains qui revendiquent je ne sais quoi. Et donc, je pense qu'il est important que nous travaillions avec le prestataire pour trouver une solution. Mais nous n'allons pas... vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire à mes collaborateurs qu'au ministère de la Santé, on ne devrait pas administrer dans nos bureaux. On devrait être sur le chantier, dans les formations sanitaires. Et c'est la même chose que j'ai dit aux directeurs des hôpitaux. Vous ne devrez pas diriger vos hôpitaux étant dans vos bureaux. Vous devrez, dans les services, savoir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne marche pas, quel est le problème ici. Parce que votre seule présence peut rassurer un patient. Seulement de voir le directeur entrer dans un service, il a regardé comment ça se passe ici, est-ce que les soins sont bien faits. Du coup, le patient peut être rassuré et guéri d'ailleurs. Certains sont parfois très praticiens, voilà. Contribuent de manière efficace à la prise en charge d'ailleurs des patients. Voilà. Monsieur le ministre, on l'a dit en début de cette émission que notre sujet principal, ce sera la vaccination anti-Covid. Mais avant d'entrer de plein pied sur notre principal sujet d'échange, je vous propose de revisiter quelques chiffres liés à la dernière campagne de vaccination anti-Covid-19. Avec votre collègue de la communication, vous avez, il y a un peu plus de 2 semaines, fait une évaluation. Je vous propose de regarder ce compte rendu de Karel Mézadi. Le gouvernement est loin de son ambition de vacciner 20% de la population avant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en janvier 2022. Le pays en posture d'avant-gardiste a déjà sa stratégie pour se prémunir d'une éventuelle 3e vague de la pandémie qui pourrait survenir avant la compétition. L'élargissement de l'offre de la vaccination à toute personne âgée de 18 ans et plus, l'identification et l'équipement en matériel de la chaîne de froid, des centres de vaccination supplémentaires de manière à couvrir toutes les aires de santé. La faible adhésion de la population, sous l'effet de la désinformation et d'une faible perception de la maladie et de la mesure barrière injectable, sont les principaux obstacles dans l'atteinte de ces objectifs. Le vaccin a pourtant freiné la contamination ces dernières semaines, selon les autorités sanitaires. La situation épidémiologique en date du 11 juin 2021 fait état de 80 090 cas confirmés, 77 300 guéris, 1310 décès.
1475 cas actifs, 152 patients pris en charge, dont 13 sous oxygène, taux de guérison 96% et celui de la sévérité 0,7%. Les représentants du gouvernement ici présents invitent la population à faire confiance à la science pour maintenir le cap de cette évolution positive de la pandémie. Ce qu'il importe aussi de préciser ici, c'est que, quoique volontaire et facultative, la vaccination de tous et de chacun est une nécessité impérieuse. Le virus circule encore. L'État mobilisé pour le stopper compte sur la sensibilisation de proximité des médias, notamment dans la mise en œuvre de la deuxième campagne nationale de vaccination de juillet 2021. Monsieur le ministre, voilà les derniers chiffres à notre possession. Est-ce que la situation a évolué entre-temps? Oui, la situation a bien évolué entre-temps. Nous sommes redescendus aujourd'hui à moins de 500 cas, n'est-ce pas, par semaine. Nous avons juste 50 dans nos formations sanitaires et moins de 15 sous oxygène. Ça voudrait dire qu'en termes de taux, n'est-ce pas, de taux de létalité, nous sommes à 1,6%. En termes de taux de sévérité, nous sommes à 0,7%. En termes d'occupation de lit, nous sommes à peu près à moins de 2%. Et en taux de guérison, nous sommes à 98%. Donc, ça voudrait dire que le gouvernement maîtrise, n'est-ce pas, la pandémie. Mais le gouvernement dit aussi que bien que nous maîtrisons très bien la pandémie, il faudrait encore, n'est-ce pas, être assez vigilant pour pouvoir respecter strictement les mesures barrières et le port systématique de masques. Maintenant, à côté de cela, si nous allons à la vaccination, nous nous faisons vacciner, on pourrait être beaucoup plus efficace parce que nous avons la chance que le Covid-19 est évitable par la vaccination. Et donc, en réalité, c'est quelque chose qui devrait pouvoir nous aider à aller rapidement vers cette immunité collective. Monsieur le ministre, on sort de 2 mois de campagne pour cette vaccination anti-Covid-19 au Cameroun. On parle à peine de 14 à 15% des stocks administrés, seulement 22 000 personnes complètement vaccinées. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Manaouda Malachi? Non, je voudrais, avant d'aller à votre question, j'allais oublier quelque chose parce qu'il faudrait souligner la gravité de la situation autour de nous. Parce que dans certains pays africains, même occidentaux, la maladie est repartie pour une 4e vague pour certains, pour une 3e vague autour de nous dans certains pays africains. Si nous voyons les chiffres, en réalité, nous avons environ 34%, n'est-ce pas, de transmission qui a augmenté en Afrique pour une semaine. Et nous avons 42% de taux de décès qui ont augmenté en une semaine. Ça voudrait dire que la situation, quand même, s'aggrave autour de nous. Et donc, nous ne devrons pas nous fier simplement à la situation de maîtrise du Cameroun aujourd'hui et nous comporter comme si de rien n'était. Maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, à votre question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dirais déjà, c'est que beaucoup de Camerounais sont laissés influencer par les réseaux sociaux, par ce qui se raconte, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Et nous oublions notre passé de la vaccination parce que nous savons comment se fait la vaccination dans notre pays. Ce n'est pas eu aujourd'hui. Et la vaccination a toujours eu un succès. Si aujourd'hui nous sommes debout en train de parler devant vous, c'est parce que nous avons été vaccinés, immunisés dès le bas âge pour un certain nombre de pathologies. Et donc, aujourd'hui, que nous soyons en train de suivre des débats sans fin, des débats qui n'ont pas de raison d'être d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et que nous l'intériorisons en disant c'est cela la vérité, c'est une chose. Donc, moi, je pense que c'est cela. La deuxième chose aussi qui nous incombe cette fois-là, c'est la communication, la sensibilisation. Nous pensons que nous n'avons pas certainement assez sensibilisé, assez communiqué. Et c'est pour cela que dans le cadre de la campagne intensive de vaccination qui arrive là, le 7 juillet, nous allons mettre un accent particulier sur la communication de masse en passant par ces mêmes réseaux sociaux, en passant par les radios communautaires, en passant par les agents de santé communautaire pour porter le message et déconstruire, n'est-ce pas, la désinformation qui a été véhiculée par
les réseaux sociaux. Je voudrais que vous fassiez un certain nombre de précisions avant qu'on ne poursuive avec notre échange. Vous avez réceptionné des cargaisons de vaccins AstraZeneca, Sinopharm. Dites-nous, combien de types de vaccins sont actuellement disponibles au Cameroun? Dans notre système national de distribution de vaccins qui est administré par le programme élargi de vaccination, nous en avons deux principalement. Nous avons AstraZeneca et nous avons Sinopharm. Voilà les deux principaux vaccins que nous disposons aujourd'hui. C'est vrai que nous avons obtenu quelques doses auprès de l'Ordre national des médecins de Sputnik, mais c'était accessoire. Donc en réalité, ce n'était pas significatif pour pouvoir être intégré dans notre programme de vaccination. Mais sinon, nous avons deux vaccins en ce moment. Et les deux vaccins, Monsieur le ministre, comment on choisit, comment on opère le choix de l'un ou de l'autre à se faire administrer? Est-ce que c'est à la liberté du patient ou bien c'est le médecin ou bien l'agent du programme élargi de vaccination qui choisit? Alors, il y a un principe qui est un principe sacré dans le corps de la médecine, c'est que on parle de consentement éclairé. Donc, avant de choisir un vaccin, lorsque vous arrivez, on vous dit quels sont les types de vaccins que nous avons, quelles sont les caractéristiques de ces vaccins, et vous choisissez en âme et conscience. Et donc, il n'a pas été question pour nos personnels de santé d'imposer le choix de vaccin à qui que ce soit. On vous présente les deux vaccins et vous choisissez en âme et conscience. On vous a vu vous vacciner parmi les premiers, le Premier ministre également et certains membres du gouvernement. Est-ce que vous pensez, Monsieur le ministre, que c'était le bon exemple ou le meilleur exemple? Ça dépend sur quel angle on se place. Si nous nous plaçons sur l'angle de ceux qui pensent qu'il faudrait que notre classe dirigeante nous montre l'exemple, parce que nous avons peur de nous faire vacciner, à ce moment-là, on peut dire que c'est le bon exemple. Maintenant, si nous nous plaçons sur l'angle de la science, qui avait préconisé que le personnel de santé puisse se faire vacciner en premier, peut-être que ce n'est pas le bon exemple. Mais toujours est-il qu'il fallait rassurer, n'est-ce pas, les populations en leur disant, nous-mêmes nous nous faisons vacciner et vous ne courez aucun risque en vous faisant vacciner. Voilà le message que le premier chef du gouvernement a voulu envoyer. Je rappelle, parce qu'il a été autorisé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc, c'est un message fort du politique qui est allé à l'endroit des populations pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà l'exemple à donner. Comme un général qui irait lui-même au front en disant donnez-moi l'arme, je suis le premier à combattre. Vous parliez du président de la République. Dans d'autres pays, on a vu des présidents de la République se faire vacciner en premier, mais on a épargné le nôtre de cette responsabilité de premier Camerounais. J'ajoute premier Camerounais vacciné, Monsieur le ministre. Pourquoi? Est-ce qu'il a refusé ou vous n'avez même pas proposé? J'allais dire que dans d'autres pays, nous avons vu des présidents de la République prendre des mesures impopulaires, des mesures qui n'ont pas permis de juguler la crise. Le nôtre a pris des mesures justes, des mesures sages, qui a permis, sans toutefois faire des confinements que nous voyons à gauche à droite, ça a permis de juguler, de maîtriser la pandémie. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas, pourquoi est-ce que les autres n'ont pas pu faire comme lui? Comparaison n'est pas raison. Et donc, je voudrais dire que nous sommes Camerounais et le Cameroun, c'est le Cameroun, j'ai souvent l'habitude de le dire. Laissons les autres faire comme ils font, nous faisons comme nous faisons, mais toujours est-il que le président de la République tient la barque, c'est lui qui dirige notre riposte contre le Covid. Et aujourd'hui, nous avons les meilleurs résultats qui puissent être donnés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des reprises tout autour de nous. Il y a des décès qui sont en train d'être enregistrés de plus de 42% par semaine en Afrique. Au Cameroun, nous avons, depuis plus de 2-3 mois aujourd'hui, une baisse considérable de la courbe de la pandémie. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Il y a beaucoup de polémiques autour du vaccin AstraZeneca, ou bien il y a eu. Certains pays ont même un peu suspendu leur utilisation, mais le Cameroun, apparemment, n'a aucun problème. Est-ce que vous ne craignez rien? Parce que ça peut être aussi la cause de la réticence des populations. Alors, je suis bien tout aise de répondre à cette question. Et je suis content que vous ayez posé la question sur AstraZeneca. Mais lorsque vous rentrez dans nos statistiques aujourd'hui, les effets secondaires, bien que mineurs, observés, sont plus observés dans le cas de Sinopharm que d'AstraZeneca, malheureusement. Ce n'est même pas la moitié en ce qui concerne AstraZeneca. Et donc,
on fait une fixation sur un vaccin parce que nous ne comprenons pas la guerre des firmes qui est derrière, qui est véhiculée par d'autres personnes. Nous avons simplement vu ce qui était dit en aval sans savoir ce qui est en amont. Donc, je crois qu'il faudrait faire confiance à nos scientifiques. Ces vaccins ne sont pas arrivés comme cela sur notre marché. Il faudrait qu'on l'on sache qu'avant de mettre un vaccin sur le marché, il y a tout un processus qui se fait jusqu'à la libération de l'eau de vaccin. C'est-à-dire qu'on va regarder l'eau par l'eau au niveau de notre pays pour pouvoir libérer l'eau par l'eau. Et donc, faites confiance à ces scientifiques-là, faites confiance à ceux qui ont fait ce travail et permettez, n'est-ce pas, à Monsieur le Président de la République de pouvoir sécuriser ses compatriotes. Je voudrais convoquer votre sincérité institutionnelle. Vous êtes garant de la santé des Camerounais. Le décret du Président de la République vous en donne l'onction, Monsieur le ministre. Est-ce que jusqu'ici, il y a eu des effets secondaires au Cameroun? Quelle gravité? Si vous avez suivi ce que je viens de dire, c'est que j'ai quand même évoqué ça. Oui, c'est pour ça que je voudrais peut-être que vous voulez précisiez. que je reprécise. Oui, surtout la gravité. Alors, nous avons eu quelques effets mineurs. C'est-à-dire les maux de tête, ce qu'on appelle les céphalées, donc les douleurs au point d'impact. Nous avons eu quelques diarrhées, quelques fièvres qui ont disparu autour de 24 heures, 48 heures maximum. Et ça, nous en avons environ 150 cas comme cela. Nous avons eu quelques cas qu'on pourrait juger graves et qui ont été, j'allais dire, audités. Parce que toutes les fois, nous avons mis en place un système de pharmacovigilance qui fait en sorte que toutes les fois que vous avez quelque chose, même si ça n'a rien à voir avec la vaccination, toujours est-il que si vous êtes vacciné, on va d'abord regarder de quoi il s'agit. Parce qu'on veut ramasser le plus large possible pour qu'on ne laisse pas de côté quelqu'un qui a eu un effet secondaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, les cas de thrombose qui sont signalés à gauche, à droite en Europe, nous ne les avons pas eus. Nous n'avons eu aucun décès du fait de la vaccination. Donc, il n'y a aucun lien entre les effets secondaires graves signalés à gauche et à droite en Europe et qui est ici. Donc, nous n'avons pas eu de ces cas au Cameroun pour le moment. La dernière campagne, vous l'avez dit, ciblait prioritairement le personnel médical, des personnes de plus de 50 ans avec comorbidité. Si les médecins qui nous conseillent, qui sont un peu comme notre vitrine en matière de santé, ont eu des réticences à se vacciner, Monsieur le ministre, parce que vous-même, vous avez dit au cours du point de presse qu'il n'y a pas eu l'effet escompté, le résultat escompté. Si les médecins eux-mêmes sont réticents à aller se vacciner, est-ce que ça ne pose pas de problème? Je peux vous dire qu'entre autres objectifs de ma descente sur le terrain, il y avait cela. C'est-à-dire discuter avec le personnel médical et leur demander quel est le problème, quels sont les obstacles à ce que vous ne fassiez pas vacciner. Alors, de nos échanges, je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun argument soulevé contre la vaccination par ce personnel médical. Alors, je leur ai demandé quel était l'objectif de ne pas se faire vacciner. Certains, certes, avaient un argumentaire qui tient, c'est-à-dire qu'ils ont été contaminés dans les mois qui suivent, donc ils ne pouvaient pas se faire vacciner, ils voulaient attendre 2 à 3 mois avant de se faire vacciner. D'autres, en fait, c'était la léthargie et l'effet de suivisme. Alors, je leur ai dit, mais c'est à vous de donner plutôt l'exemple. C'est à vous de convaincre les autres, de sensibiliser les autres par votre manière de faire, parce que vous connaissez quel est le principe de la vaccination de toutes les manières. Et donc, je pense qu'on s'est entendu avec l'ensemble du personnel de santé. Les choses vont aller dans le bon sens. On espère voir l'impact dans la prochaine campagne qui arrive. Nous avons tout espoir que ça va se faire sentir. Il y a cette affaire, Monsieur le ministre, de Covid-Gate, du nom donné au processus d'évaluation, d'enquête et éventuellement de procédure judiciaire. Est-ce que, justement, pour les fonds alloués dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, est-ce que l'idée de détournement et de multiples fautes de gestion véhiculées par le rapport de la Chambre des comptes chez les populations ne les a pas refroidis? Déjà, je voudrais dire que sur cette question particulièrement, c'est vrai que sur le principal, qui est le Covid-Gate, c'est comme vous le sentez. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait par les institutions concernées, compétentes, et donc il va délivrer son rapport d'ici là. Mais
c'est l'invitation de la population, de ceux qui attendent plutôt des résultats à un débat qui ne les concerne pas. Je ne vais pas dire qu'il ne les concerne pas, mais à un débat qui ne nous avance pas. Parce que je pense que s'il y a des tournements, s'il y a ceci, il y a cela, il y a des institutions qui sont censées travailler sur la question. Et donc, il y a une sorte d'invitation ou de mélange de genre avec la publication d'un rapport, de quelque chose comme cela, qui est de nature à jeter un peu de discrédit sur ce que nous faisons, sur l'image même de notre pays. Parce que, disons-le comme cela, nous sommes enviés par d'autres, par la manière dont le président de la République a géré le Covid. Et donc, cela a un impact maintenant négatif sur cette manière de faire. Et je pense aussi que les populations aujourd'hui qui ne sont pas parties se faire vacciner ne l'ont pas fait. Pas parce qu'il y a eu l'affaire de Covid, mais c'est parce qu'ils ont été dans les réseaux sociaux, ils ont davantage suivi qu'il y avait des nanopartitions dans le vaccin, il y avait une certaine programmation d'une mort dans 2 ans, dans 2 mois, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, à travers le monde, nous avons 3,4 milliards de doses dispensées. 3,4 milliards de doses. Alors, imaginez-vous que dans 2 mois, 3,4 milliards de personnes disparaissent de la surface de la Terre. Bon, peut-être c'est la théorie de la fin du monde. Je veux bien, si c'est l'enlèvement dernier qui est prévu dans notre Bible pour les chrétiens, je veux bien que ce soit cela, mais je crois que ce n'est pas encore comme cela que les choses devraient se passer. La prochaine campagne commence dans quelques jours, le 7 juillet plus précisément, Monsieur le ministre. Comment vous préparez-vous pour affronter cette autre campagne de vaccination? Ah oui, ça c'est quand même un programme de vaccination qui est davantage plus important, plus sensible. Parce que nous fondons beaucoup d'espoir sur cette campagne qui arrive. Alors, comment nous nous préparons? C'est que, d'abord, nous avons élargi notre cible à des personnes de 18 ans et plus. Ça, c'est déjà quelque chose que nous avons acté avec l'autorisation du gouvernement. Nous avons mis en place un programme de communication de masse, comme je l'ai dit, avec la formation des médias, avec la formation des équipes qui doivent descendre sur le terrain. Nous avons mis en place une multiplication, c'est-à-dire qu'avec le programme élargi de vaccination, beaucoup plus d'équipes mobiles qui vont aller dans les quartiers, dans les villages. Nous avons multiplié également le centre de vaccination et nous avons introduit dans les formations sanitaires en vaccination de routine le Covid. Donc je crois que l'ensemble de ces mesures devrait nous permettre de ratisser large, n'est-ce pas, en matière de vaccination. Et comme je l'ai dit, je fonde beaucoup d'espoir sur Quels sont les objectifs de cette autre campagne? Mais les objectifs sont simples, c'est de remonter en puissance parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui nous sommes à environ 120 000 personnes vaccinées. 120 000, si vous faites la soustraction avec les 591 doses que nous avons, il va encore en rester. Suivant les estimations de l'OMS, nous risquerons perdre quelques doses de vaccin. Mais nous disons, avec cette campagne, nous n'allons pas perdre de vaccin parce que nous allons nous faire vacciner. Et donc, les objectifs que nous poursuivons, c'est de pouvoir vacciner le maximum de personnes ou atteindre ne serait-ce que ces 20% de couverture vaccinale des personnes cibles que nous avons identifiées dès le départ. Alors, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de messages anti-vaccins qui pilulent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous l'avez signalé en début de cette émission, ou bien même sur la toile en général. Cela porte assurément une part de responsabilité sur cette timide adhésion. Qu'est-ce que vous mettez en opposition pour rassurer les populations à ces messages qui sont dispensés sur les réseaux sociaux? C'est très simple ce que nous mettons en opposition. Pour les amoureux de football, ils ont vu, il y a cela avant-hier, c'était vendredi je crois, l'Euro, où vous voyez des gens au stade qui n'ont pas de masque et qui sont nombreux au stade. Nous voyons aux États-Unis, des gens qui sont dans la rue, ils n'ont plus de masque. Nous voyons en Israël, nous voyons en Grande-Bretagne. Nous voyons même dans certains pays comme la France,
où la frange de population qui sont vaccinées ne sont plus admis dans les formations sanitaires, même s'ils ont attrapé le Covid. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, simplement. Parce qu'il faudrait se dire une chose, la vaccination réduit la transmission du Covid, d'au moins 70 à 80%. La vaccination empêche à 100% une personne qui a le Covid de faire une forme grave et de décéder du Covid. Alors, si nous avons ce genre de situation, comment penser que nous n'allons pas nous faire vacciner? J'ai une petite anecdote que je m'empresse toujours de raconter pour une personne qui avait une simple dose de vaccination, qui a attrapé le Covid, qui a fait 5, 6, 7 jours de maladie. Et donc, dans ce cas typiquement de Covid, on sera attendu à ce que ces poumons soient perforés au moins à 25, 30, 40%, voire 50%. Mais quand la personne allait faire le scanner, on s'est rendu compte que ses poumons avaient simplement chauffé, comme on dit. Donc, il avait une inflammation des poumons. Et dès qu'on lui a donné des antibiotiques, la personne est rentrée chez elle. Ça voudrait dire que la vaccination protège effectivement. Ce n'est pas une histoire où on raconte, mais la vaccination protège effectivement du Covid. Et donc, je pense que c'est important de se faire vacciner. Vous avez commencé avec des anecdotes, moi aussi. J'en emprunte cette fois à l'Assemblée nationale. Il y a un député de la République qui vous aurait fait la proposition, celle d'introduire des doses dans de l'eau minérale. Je ne vais pas dire, comme d'autres presses, une proposition indécente. Comment vous avez réagi? Un peu de sourire ou bien une proposition bienvenue? Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit, cet élu de la nation a dit exactement. Mais c'était à vous qu'il s'adressait, monsieur le ministre. Je vous dis ce que je sens. Donc, je vous dis, je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit exactement, mais je lui ai répondu. Alors, si c'est ce qu'il a dit, que vous êtes en train de répéter, en réalité, ce n'est pas tous les Camerounais qui ont accès à l'eau minérale. Et donc, ce serait inopérant. Mais toujours est-il que je pense que la réponse que je lui avais donnée l'avait satisfait de toutes les manières. Donnez-la nous aussi. Pour nos téléspectateurs aussi, peut-être les gens ont la même idée, mais qui ne savent pas comment lui, il a la chance d'être député. Il a le canal pour vous le transmettre. Mais je pense quand même que pour être plus sérieux, c'est-à-dire que vos téléspectateurs peuvent également suivre les débats qui se passent à l'Assemblée nationale. Nous en diffusons d'ailleurs voilà. chaque fois. Et donc, normalement, ils auraient dû être en possession de la réponse que j'ai donnée à ce député. D'accord, monsieur le ministre. Maintenant, il y a les chiffres actuellement présentent près de 80 000 cas enregistrés. Au total, 1325 décès. C'est vrai que le rythme de contamination a baissé, monsieur le ministre, vous-même vous l'avez dit. Cette accalmie ressemble un peu à celle de la fin d'année dernière. Ça veut dire qu'il nous a endormis. Et après, il y a eu la survenue de la deuxième vague. Est-ce qu'on craint une troisième vague? Mais vous comprenez donc toute ma propension à aller sur le terrain et à demander aux gens de continuer à respecter, sinon à renforcer même le respect des mesures barrières, à continuer à porter les masques et puis à aller vers la vaccination. Parce que j'ai bien peur que nous nous inscrivions dans la démarche de l'année dernière. Effectivement, l'année dernière, c'est ce qui s'était passé. Au mois de juillet à août, octobre, nous avons eu une accalmie. Mais après, quand on a tout relâché, on a été pris par une deuxième vague. Mais si nous avons une troisième vague, laissez-moi vous dire, elle sera plus virulente encore que la deuxième. Et donc, il faudrait que nous prémunions contre cette troisième vague. Et pour se prémunir contre cette troisième vague, on n'a pas à faire la magie. Il y a des choses assez simples. Continuer à observer les mesures barrières, continuer à porter ses masques, et puis maintenant aller vers la vaccination pour pouvoir atteindre un niveau, n'est-ce pas, assez élevé en termes de couverture vaccinale. C'est aussi simple que cela. Donc, si par extraordinaire, je sais que vous en êtes capable au niveau de votre chaîne de télé, vous arrivez à convaincre les 25 millions de Camerounais à se faire vacciner, je vous assure qu'on n'aura pas cette troisième vague. C'est dans cet objectif qu'on vous invite ici pour parler aux Camerounais, vous qui regardez la santé avec un œil vraiment aigu. Monsieur le ministre, la concentration sur le vaccin, on a dit ici que les chiffres
quand on les regarde, il y a beaucoup de personnes, ou bien plus de personnes non vaccinées. Mais on a vu la concentration au vaccin a fait un peu oublier la surveillance des mesures barrières. Est-ce que c'est le laxisme des populations ou l'irresponsabilité, le laxisme des autorités ou l'irresponsabilité des populations? Si vous voyez un peu la constance de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est que depuis le départ, depuis mars 2020, le président n'a de cesse appelé les Camerounais au respect des mesures barrières, au port systématique de masques. C'est parce qu'en réalité, à un moment donné, nous-mêmes, nous les portons peut-être pendant un temps et nous abandonnons ces mesures barrières. Simplement parce que quand le gouvernement fait autant d'efforts pour pouvoir contenir la transmission, on a l'impression que c'est derrière nous. Et n'oubliez pas que la dernière fois, quand le président de la République est sorti, il a dit « J'ai moi-même observé, que j'ai moi-même regardé et vu que les Camerounais ne portaient pas les masques, ne respectaient plus les mesures barrières. » Je crois que c'est quand même quelque chose qui devrait nous interpeller. C'est vrai qu'on a spontanément, les Camerounais ont compris ce message et sont mis, après cette deuxième vague, c'est vrai que le président lui-même n'emporte pas. Hein. Est-ce que c'est la politique? Faites ce que je vous dis et non ce que je fais. Je ne suis pas d'avis avec vous parce que moi, je l'ai vu avec les masques. Donc, je ne sais pas si vous avez vu autre chose, mais moi, je l'ai vu avec les masques. Et je peux vous en donner les couleurs. On ne va pas arriver là, Monsieur le ministre, vous précisez l'information. Alors, je vous donne la possibilité, Monsieur le ministre, je suis vacciné. Vous aussi, je suis témoin parce que je vous ai vu à l'œuvre. J'imagine tous ceux qui sont en backstage, Claver Ken, le réalisateur Thierry Camteau, Marie-Claire Ekwe. Nous sommes vaccinés, mais je voudrais que vous parlez aux Camerounais un message d'1 minute pour leur demander d'aller se vacciner, pour les convaincre d'aller se vacciner. Vous regardez votre caméra. Alors, je pense qu'il y a d'abord un message très simple qu'il faut dire. Nous sommes à une période assez difficile de la pandémie. Difficile parce qu'au moment où nous constatons qu'il y a une baisse de courbe, une inflexion de courbe chez nous, nous constatons également qu'il y a une reprise de l'épidémie ailleurs. Et nous sommes à un niveau, à un moment où les frontières vont davantage s'ouvrir ailleurs parce qu'il y a déjà un niveau de couverture vaccinale qui nous permet d'avoir un minimum de sécurité. Et donc, le risque est grand pour notre pays en ce moment de pouvoir importer ce variant Delta qui circule un peu partout, qui est davantage plus transmissible et plus virulent encore que la deuxième vague. Et donc, je voudrais demander à mes compatriotes, véritablement avec un sursaut d'orgueil, de responsabilité individuelle et collective, d'aller se faire vacciner. En se faisant vacciner, nous limitons la transmission du Covid. En se faisant vacciner, nous limitons le risque de faire une forme sévère et donc de décès. Et en nous faisant vacciner, nous militons là pour la reprise, n'est-ce pas, des activités socio-économiques dans notre pays, parce qu'il faudrait que notre économie revive, il faudrait que notre économie redécolle, comme on l'a vu dans certains pays qui ont atteint 40, 50, 60% de taux de couverture vaccinale. Merci, Monsieur le ministre. C'est avec cette interpellation qu'on va mettre un terme à cette édition de la Rétro. Merci à vous, à la maison, de nous avoir regardés. On prend congé de vous, mais on vous revient dimanche prochain avec un autre invité. La rediffusion de cette édition, ce sera demain, lundi, lorsqu'il sera 9h. Pour le replay, allez sur notre page web www.canal2international.net. À dimanche prochain. Bon dimanche dans la paix du Christ. Amen.